OK, avant de commencer, je veux juste, vous pouvez retrouver un lien, sur le bouton bleu qui est en haut de votre écran, vers notre page d'actualité. Vous pouvez voir nos prochains webinars, si ça vous intéresse et Emmanuel, qui est dans le chat, vous enverra aussi le lien pour, télécharger la présentation que vous allez voir aujourd'hui. Ça peut être intéressant, j'ai mis pas mal de détails dedans. Je vais peut-être pas tout dire à l'oral, donc ça peut être intéressant pour vous, de récupérer, cette présentation. Hem, également, bonjour Tommy. Également Emmanuel, tout au fil de la présentation, vous mettra des liens aussi en rapport avec ce que je raconterai. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre bien le chat aussi en parallèle et à poser vos questions auxquelles je répondrai, surtout enfin plutôt à la fin. Voilà, bon, on va pouvoir commencer, il est déjà 11h02. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, un webinar sur l'éco-conception et plus précisément sur comment est-ce qu'on peut appliquer les bonnes pratiques du Green IT avec le CMS Drupal. Donc, avant ça, donc bonjour à tous, je me présente, je suis Adam Carton-Deviart, je suis directeur du pôle CMS et Front chez Adimeo. Et petit instant autopromo avant de commencer. Donc, qui est Adimeo? Donc Adimeo, on est une agence digitale qui vous accompagne pour faire du digital votre levier de croissance. On est vraiment très spécialisé sur la transformation digitale, mettre en place avec vous des nouveaux outils, des nouvelles organisations, des nouvelles techniques, des nouveaux modes de dialogue avec vos utilisateurs, vos clients. Notre objectif, c'est de toujours créer des expériences digitales uniques, remarquables et performantes. Pour ceci, on a 4 grandes expertises réunies au sein d'Adimeo. Un premier pôle, enfin une première expertise, pardon, qui est le conseil et la stratégie. Tout ce qui est audit, étude utilisateur, mise en place de stratégies, vous aider à formaliser des besoins, accompagnement à la mise en œuvre, etc. Ensuite, on a un studio de design, innovation UX/UI, pareil, qui va aussi pouvoir faire de la recherche utilisateur, design thinking, tout ce qui est prototype, et bien sûr, prototype, maquette, etc. Ensuite, la troisième expertise majeure, c'est la production technique. Donc, je suis un des pôles de production technique avec le pôle CMS et Front. On a aussi un pôle framework. Donc, on va réaliser des sites internet, euh, des sites e-commerce, des applications mobiles, des applications métiers, de l'intranet. Euh, et puis, c'est de la production de nouveaux projets, mais aussi de la maintenance évolutive, corrective, préventive. La dernière grande expertise, c'est le marketing digital, avec tout ce qui est intégration CRM, référencement, génération de leads, le content et l'inbound marketing, et réseaux sociaux, etc. Voilà pour l'instant autopromo. On peut commencer maintenant. Donc, au programme, je vais commencer par vous rappeler un petit peu les critères concrets de sobriété numérique. Puis après, on verra les 4 grands leviers pour atteindre une meilleure sobriété numérique. Et puis, la conclusion. Donc, que sont ces critères? On va commencer par parler des référentiels et des outils d'analyse liés à l'éco-conception numérique. Le premier dont je veux parler et sur lequel je vais revenir un petit peu plus en détail, c'est ecoindex.fr, qui vous permet d'analyser les sites. Il y a une extension à navigateur qui fait à peu près la même chose aussi, qui est recommandée par ecoindex.fr, qui est Green IT Analysis, qui vous permet de faire la même chose au sein de votre navigateur. Je vais en parler un petit peu aussi après. Et puis après, on a le référentiel général d'éco-conception des services numériques, qui est lui issu de l'État, qui va regrouper des bonnes pratiques
de la stratégie, on va dire, de l'expression du besoin jusqu'à la maintenance, donc sur tous les domaines. On a le référentiel des 115 bonnes pratiques de l'association Green IT aussi. Donc là, normalement, oui, Emmanuel est en train de mettre des liens où vous pouvez retrouver ces différents éléments. Donc le référentiel des 115 bonnes pratiques de l'association Green IT, ils vont se focaliser sur la partie technique, vraiment concrète sur les outils numériques. Et puis après, on peut aussi parler de tous les outils et référentiels liés à la qualité web plus globalement et aux performances, comme Google Lighthouse, le référentiel Opquast, etc. Tout ça participe aussi plus ou moins directement à des outils numériques plus sobres. Voilà, juste pour vous parler un petit peu de EcoIndex, je pense que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Donc c'est un site qui vous permet d'analyser et d'obtenir une note pour un site. Là, par exemple, j'ai fait un test avec lemonde.fr. On voit qu'il a une note de E entre A et G, un score de 33 sur 100. Donc cet outil va analyser 3 choses: le poids de la page en octets, en mégaoctets, la complexité de la page et le nombre de requêtes. La complexité de la page, c'est la taille du DOM, je vais revenir dessus après. Donc cet outil, cet outil d'analyse, il a comment dire, il est direct, il est simple, il est efficace. Il donne des notes qui sont constantes, voilà, mais il donne pas vraiment de pistes concrètes d'amélioration. C'est pour ça que EcoIndex vous conseille en bas de leur page d'installer l'extension navigateur Green IT Analysis qui existe sur Firefox et Chrome. Donc elle refait la même analyse, mais à l'intérieur du navigateur. Et elle analyse aussi 21 bonnes pratiques du référentiel Green IT des 115. Donc là, on a vraiment des pistes concrètes et détaillées pour savoir ce qui ne va pas et ce qu'on peut améliorer. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça conserve un historique. Et voilà, il faut juste faire attention parce que les extensions qu'on peut avoir d'installer par ailleurs sur son navigateur peuvent fausser totalement les résultats. Le cache navigateur aussi. Donc il faut faire très attention à bien vider son cache avant de refaire une analyse. Mon conseil, c'est d'utiliser un navigateur entre guillemets complètement vierge, dédié uniquement à lancer des analyses avec. Par exemple, de mon côté, j'utilise Chrome Canary, qui est une version de Chrome qui a une version d'avance par rapport à la version grand public. Donc elle est souvent, enfin j'ai jamais eu de problème, hein, elle est stable concrètement, c'est un peu une bêta. Et ça me permet d'avoir 2 navigateurs en parallèle. Voilà. Donc, pour résumer les 4 grands leviers du Green IT, qui nous permettent de favoriser une sobriété de nos projets web. Le premier levier, c'est de limiter la complexité des pages. Je vais revenir dessus. Sur tous ces points, hein, je vais revenir après. C'est les 4 grandes parties qui suivent. Donc, limiter la complexité des pages, limiter le poids des pages, limiter le nombre de requêtes et limiter les sollicitations serveurs. Donc, limiter la taille du DOM. Donc, premier point, d'ailleurs, j'en ai pas parlé avant, mais cette présentation, elle se veut quand même assez technique. Donc, sur les présentations que j'ai pu faire précédemment, j'ai eu des retours comme quoi c'était trop technique ou pas assez technique. Je m'excuse d'avance si vous trouvez ça trop technique ou pas assez. J'ai essayé de trouver un juste milieu. Donc, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est le DOM. Donc le DOM, c'est la représentation du HTML à l'intérieur du navigateur. C'est une représentation sous forme d'objet et qui va permettre au navigateur d'afficher les éléments et par exemple au JavaScript de modifier dynamiquement des éléments, etc. Ça va mettre, en fait, c'est une sorte d'API qui va permettre aux outils du navigateur d'interagir avec le contenu de votre page.
et voilà, qui va se créer par le navigateur, à partir de la source HTML que le serveur va lui envoyer. Donc, le DOM, il va contenir à peu près tout ce qu'il y a dans le HTML, avec quelques nuances, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter cette complexité? Donc, avoir moins d'éléments dans notre DOM. La cible que pose Ecoindex, c'est d'avoir 600 éléments maximum. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, premièrement, c'est, là c'est pas technique, c'est réduire le contenu éditorial des pages, ne pas écrire trop d'éléments, d'avoir trop de types d'éléments différents. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas écrire du texte, mais ça veut dire moins de blocs de texte peut-être, moins de blocs fonctionnels. Voilà, garder des pages avec une longueur raisonnable. Après, plus dans les aspects techniques, donc parfois on peut être tenté de dupliquer des éléments d'un point de vue HTML, je parle pour les intégrateurs, pour pouvoir gérer des versions mobiles très différentes de versions ordinateur. Donc voilà, du coup, ça veut dire qu'il faut peut-être adopter une démarche mobile first pour éviter d'avoir trop de différences entre les deux versions du site. Voilà. Ensuite, tout simplement aussi adopter une structure HTML la plus efficace, la moins verbeuse possible, et notamment attention aux CMS là, qui ont tendance à en générer beaucoup. Faire attention aussi à l'utilisation du SVG, le format SVG, donc qui permet d'afficher des images sous forme vectorielle, de tracé. On peut l'utiliser de trois façons, le vectoriel, sous forme de SVG en balise, donc ça va être un peu comme du HTML, et ça va rajouter des éléments. Donc si on a un SVG très complexe avec beaucoup de tracés, on va venir rajouter beaucoup d'éléments dans le DOM, donc il faut faire attention. Si un SVG n'a pas matière à être altéré par un script JS ou pour coloriser dynamiquement un tracé, il vaut mieux soit faire une balise image directement, soit utiliser plutôt une police d'icône, une fonte, pour pouvoir par exemple changer la couleur d'un SVG ou des choses comme ça. Donc, l'essence de la sobriété numérique, c'est de ne plus rien avoir à enlever, ni en contenu, ni en fonctionnalité. Comment est-ce qu'on peut, du coup, limiter cette complexité, plus particulièrement avec Drupal, comme c'est l'objet de la présentation du jour. Donc, limiter le HTML généré par défaut. Voilà, Drupal, il a une tendance, comme beaucoup de CMS, à être très verbeux. Donc, nous, ce qu'on fait chez Adimeo, c'est qu'on a un thème de base qui va surcharger et simplifier de nombreux templates. Et au cours du développement, on va venir surcharger aussi les templates pour des entités, des contenus qu'on va créer, afin de proposer une structure HTML la plus sémantique et la plus simple possible. Voilà, des nouveautés qui sont arrivées sur Drupal 10 qui peuvent aussi nous aider. Donc, le Starter Kit thème dont je parle un petit peu, qui permet de générer des thèmes de base. Voilà, c'est une piste d'amélioration encore. En termes de limitation de taille de contenu aussi, on peut imaginer mettre des limites au nombre de paragraphes qu'on peut afficher sur une page et inviter les contributeurs à réduire le contenu à son essentiel, à l'essentiel. On peut aussi faire attention à l'affichage des menus. Si on a des menus avec des grandes arborescences avec 4-5 niveaux, on peut peut-être n'afficher que 2 ou 3 niveaux sur toutes les pages et avoir un menu complémentaire pour afficher le niveau 4 et 5, par exemple. On peut aussi faire attention à opter pour une pagination avec peu d'éléments. On peut se limiter à 8 plutôt que 15 ou 16 éléments par page, et puis surtout éviter les fonctionnalités comme le scroll infini, qui peuvent être en plus déclenchées de manière non voulue par l'utilisateur. On peut aussi parler de Views, le module du corps qui permet de créer des pages de liste notamment, qui lui génère beaucoup de niveaux de templates imbriqués. Donc on peut toujours les surcharger, mais ça peut être du travail aussi.
Bon, voilà, par exemple, on a fait le choix chez Adimo de plus l'utiliser en front, aussi pour cette raison, pas que pour celle-là, mais ça nous permet aussi de simplifier le HTML que l'on génère. Le point suivant, voilà, c'est l'optimisation du poids des pages. Donc, optimiser le poids des pages, la cible de EcoIndex, c'est d'avoir des pages de, en gros, 1 mégaoctet. Un des grands vecteurs de lourdeur, on va dire, ce sont les images. Donc, c'est un point majeur. Voilà, le point, on va dire, principal, c'est de se dire que moins il y en a, mieux c'est. C'est difficile de toutes les enlever, donc celles qu'on garde, il faut travailler dessus pour qu'elles soient le plus légères possible. Donc, en termes de taille, que la taille et, on va dire, le ratio, le format, ça soit adapté à l'affichage réel qui en est fait. Si j'affiche une image en 200 par 100 pixels et qu'en réalité, je charge une image de 500 par 400, c'est dommage, je charge beaucoup trop de données par rapport à l'affichage réel qui en est fait. Ensuite, ça peut être aussi le format en termes de JPEG, PNG. Il existe des formats plus modernes comme le WebP qui est adapté pour le web, qui va faire des images beaucoup plus petites pour la même qualité. Et puis, l'utilisation de la balise picture aussi, qui met à disposition du navigateur plusieurs formats d'une même image et qui lui laisse choisir quelle est la plus pertinente en fonction du contexte d'affichage. Ça peut être aussi la densité de pixels, pas que la taille. Voilà. Et puis plus globalement, il vaut mieux éviter les vidéos et les fonds vidéo. Clairement, ça peut être très lourd. Si on en met des vidéos malgré tout, il faut éviter qu'elles se lancent directement ou que si on est sur de l'iframe type YouTube, Vimeo, d'éviter que l'iframe se charge directement, attendre qu'il y ait un clic, qu'il y ait une volonté de lire le contenu. On peut aussi faire attention aux bibliothèques de code externes qu'on va utiliser, faire en sorte d'utiliser des bibliothèques de code les plus légères et les plus spécialisées possibles. Voilà, je pense que tout le monde connaît jQuery, en tout cas pour des personnes qui sont dans la technique. jQuery va avoir vraiment un champ applicatif énorme. Peut-être qu'on n'a pas besoin de tout ça. Donc, j'ai pris un exemple extrême avec jQuery, mais même sur des bibliothèques un peu plus spécialisées, parfois il peut y avoir une alternative vraiment qui va se concentrer sur un aspect. Il faut aussi penser à compresser les fichiers, HTML, CSS, JS, SVG aussi. Remplacer autant que possible les images d'interface par des styles CSS, des icônes ou des fontes. Et voilà. Voilà, la meilleure façon d'optimiser une image, c'est de ne pas l'afficher. C'est pas toujours évident, mais c'est un travail de réflexion à avoir, garder uniquement l'essentiel. Donc, plus particulièrement avec Drupal maintenant. Donc, au niveau de Drupal, on a de la chance. Drupal, il nous offre beaucoup d'outils pour très bien gérer les images notamment. On a un système de style d'image qui peut automatiquement recadrer, changer la taille d'une image. On peut avoir plusieurs styles pour une même image afin de s'adapter au contexte d'affichage. Si j'affiche un contenu dans une page de liste, que l'image est toute petite, ça va pas être le même style qui va être utilisé que si j'affiche l'image dans sa page de détail où là, l'image va être un peu plus grande. Voilà. On a aussi le module Responsive Image Style qui lui aussi est dans le corps, qui permet de combiner plusieurs styles d'images pour générer la fameuse balise picture dont je parlais un petit peu avant, et qui va permettre d'avoir un affichage optimisé, quel que soit le contexte, mobile, tablette, ordinateur, selon la densité de pixels, etc. On a aussi plusieurs modules, mais je cite celui-là, le module contribué WebP, qui va permettre, comme son nom l'indique, de convertir les images dans le format WebP et qui va aussi gérer les navigateurs non compatibles en gardant une alternative type JPEG.
Ensuite, un point très important, et ce qu'on peut faire avec Drupal, qui nous donne vraiment des outils, performants pour ça, c'est de limiter le JS et le CSS non utilisés. Hem, on a dans Drupal un système de librairie, qui nous permet, de créer des collections séparées de fichiers CSS et JavaScript, qu'on peut ensuite associer, par exemple, à un template. Et donc par ce biais-là, même si ça demande un peu de travail, on peut vraiment ne charger que les CSS et JS nécessaires, pour chaque page. Par exemple, si j'ai un bloc qui va afficher un carrousel, avec, X images, a priori, j'aurai un code JavaScript qui va, gérer ce carrousel. Hem, je peux faire en sorte que ce code JavaScript ne soit présent que sur les pages où il y a vraiment ce bloc carrousel. J'ai pas besoin que sur toutes les pages, j'ai le JavaScript qui gère les carousels s'il y en a pas. Voilà. Ça, c'est quelque chose, qui est très intéressant et à noter aussi que dans la version de Drupal qui vient de sortir, la 10.1, il y a un module, expérimental qui s'appelle Single Directory Components, qui va nous permettre d'avoir une approche composant encore plus poussée, et qui va nous permettre d'aller plus loin dans cette approche encore. Voilà, mais ça sera peut-être l'objet d'une autre présentation un jour. Euh, Ensuite, le dernier point, c'est de minifier et compresser. Donc, en plus de la compression côté serveur, qu'on peut effectuer sur les fichiers en mettant le HTML qu'on envoie en gzip ou des choses comme ça, il est important aussi de minifier les feuilles de style et les scripts JavaScript. Minifier, ça veut dire réduire la taille d'un fichier au maximum en enlevant tout ce qui est inutile, les caractères, les commentaires, même transformer le nom des variables en des lettres pour gagner en nombre d'octets. Et voilà, donc on va se retrouver avec un fichier qui, entre guillemets, est non lisible pour un humain, mais qui va être tout à fait lisible par le navigateur et qui va permettre d'avoir un code encore plus léger, un CSS encore plus léger. Et voilà, le module, il y a un module pour ça sur Drupal qui nous permet d'aller assez loin dans la minification, qui est Advanced CSS JS Aggregation, qui offre de nombreuses options pour la minification et la compression. Voilà. Ensuite, le troisième point, le troisième levier de sobriété, c'est la limitation du nombre de requêtes. Le nombre de requêtes qu'effectue le navigateur pour pouvoir afficher une page de votre site, il peut facilement monter très haut si on ne fait pas attention. Déjà, par exemple, le fait d'avoir beaucoup d'images sur une page, mécaniquement, pour chaque image, il va y avoir une requête. Après, il y a plein d'actions possibles pour essayer d'éviter ça. On peut mettre en place déjà du lazy loading pour ne charger que ce qui est réellement vu par l'internaute. Donc, ça peut permettre de réduire un petit peu, si quelqu'un ne scrolle pas tout en bas de la page, voilà, de ne pas charger les choses qui sont plus bas. On peut aussi, pardon, excusez-moi, on peut agréger les fichiers CSS et JavaScript pour réduire leur nombre. On peut aussi faire attention les librairies externes qu'on utilise, ne pas les appeler via des CDN, donc des liens qui vont aller vers l'extérieur. On peut les intégrer dans notre projet et les agréger avec le reste du JavaScript, ce qu'on fait sur Drupal. On peut limiter l'utilisation de widgets ou type chatbot, météo, etc., qui vont forcément, elles aussi, aller chercher des ressources vers l'extérieur. On peut favoriser des polices standards qui ne nécessitent pas de charger un élément. Et si d'un point de vue graphisme, c'est compliqué, au moins limiter le nombre de variantes utilisées pour notre police un petit peu plus spécifique. Voilà. Et puis après, c'est aussi faire attention aux requêtes asynchrones, donc l'Ajax, qu'on fait pour dynamiser des parties de page. C'est des éléments qui peuvent être intéressants d'un point de vue sobriété, puisqu'on ne va pas recharger toute la page pour avoir une information, mais malheureusement, ça peut avoir aussi le biais négatif d'être déclenché sans que l'utilisateur le veuille réellement.
donc de faire une requête pour rien. Donc, moins de requêtes, c'est moins de consommation énergétique côté serveur et c'est aussi des pages qui s'affichent plus rapidement côté navigateur. Puisque pour rappel, hein, le navigateur, il va attendre que toutes ses ressources externes soient chargées avant de finaliser l'affichage de la page. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut limiter les requêtes spécifiquement avec le CMS Drupal? Donc, pour l'agrégation des CSS et des JavaScript, nativement, Drupal, il le propose, cette fonctionnalité. À savoir aussi que le module contribué, évoqué dans le point précédent, Advanced CSS JS Aggregation, il permet aussi d'aller un petit peu plus loin sur ce sujet-là. Ce qui est intéressant avec Drupal, je trouve, j'en reparlerai dans la conclusion, mais c'est de pouvoir combiner ces deux exigences, le CSS et le JavaScript uniquement utiles sur la page et agrégés. C'est deux points qui sont très importants. Et le deuxième point, c'est le lazy loading. Donc, bon, maintenant, les navigateurs les plus récents, les plus populaires, implémentent déjà cette fonctionnalité nativement, mais il y en a beaucoup d'autres qui ne le font pas. Et donc, dans ce cas-là, on peut utiliser le module lazy load, qui ajoute aussi du lazy loading pour les iframes, ce qui est intéressant. Donc, le dernier levier, c'est de limiter les serveurs. Donc, pour ce levier-là, on n'a pas de mesure type éco-index facile, puisque ça se passe côté serveur. Donc, par définition, côté navigateur, on n'y a pas accès. Et malgré tout, ça reste un enjeu majeur, puisque il y a des opérations qui sont côté serveur qui peuvent être énergivores. Voilà. Le type d'action possible, le premier point, c'est vraiment la mise en cache qui va éviter tout ou en partie de faire travailler le serveur pour générer la page. Donc, il y a le cache frontal qui va se mettre entre le serveur et le navigateur et qui va renvoyer le même HTML pour la même demande pour les utilisateurs anonymes. Et puis après, on a des caches dynamiques pour les utilisateurs connectés qui vont juste faire ce système-là, mais pour des parties de la page. Après, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour limiter les opérations côté serveur? C'est aussi éteindre parfois des serveurs qui sont non utilisés. Par exemple, vos serveurs de test, de pré-production, de qualification, de développement, quand on est côté agence ou autre. Quand elles ne fonctionnent pas, quand elles ne servent pas, quand il n'y a pas d'évolution, quand il n'y a pas de maintenance, quand il n'y a pas de recettes, ou même la nuit, les week-ends, on peut les éteindre, ces serveurs-là. Ça peut être un point intéressant. On peut, après, il y a des éléments aussi importants au niveau des entêtes qui sont envoyées. Les entêtes liées au cache, expires, cache control, tout ça. C'est aussi être vigilant sur les requêtes qui sont en erreur. Parfois, on peut avoir des sites où il va y avoir des requêtes lancées par le JavaScript ou des choses comme ça qui vont être en erreur. Ça veut dire qu'on lance des requêtes, on sollicite le serveur, on fait travailler Apache, Nginx ou autre. On fait potentiellement travailler même le CMS ou le framework pour renvoyer simplement une erreur de manière donc avec aucune valeur ajoutée. Donc, c'est regrettable. Éviter aussi les redirections à foison, parce que ça fait travailler les serveurs. Et puis, privilégier, bien sûr, le HTTP2 au HTTP1. Mettre une page en cache, c'est économiser des ressources. Et aussi, c'est offrir une expérience plus rapide à ses internautes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire côté Drupal pour limiter les opérations côté serveur? C'est principalement lié au cache, enfin, c'est uniquement ce que j'ai noté lié au cache. On a beaucoup de chance avec Drupal, c'est que nativement, il y a deux modules qui mettent en place du cache, même quand on n'a pas de système de serveur très poussé pour. On a le internal page cache, qui est le premier module du corps qui permet de faire un cache statique.
l'équivalent d'un cache frontal qui va fonctionner pour les utilisateurs anonymes. Donc le principe, hein, c'est ce que je disais avant, la première fois qu'un utilisateur demande une page, elle est stockée et ensuite on peut la réutiliser. Le second module, c'est vraiment le point fort de Drupal, c'est Dynamic Page Cache, qui va permettre de faire du cache pour les utilisateurs connectés. Donc on va mettre en cache la page et on va traiter de manière séparée les parties dynamiques de la page. Je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans le détail, mais c'est vraiment pour moi une des grandes forces de Drupal d'offrir cette possibilité. Ensuite, pour aller plus loin que ces deux modules du corps, on peut interfacer ce système de cache avec un cache externe, un cache frontal, qui va être beaucoup plus performant et surtout qui ne va pas stocker les choses en base de données, ce qui peut provoquer des choses négatives. C'est pourquoi on conseille fortement pour des sites qui ont une majorité de visiteurs anonymes d'utiliser vraiment un cache frontal dédié. Donc un bon exemple de ça, c'est Varnish. Il marche très bien avec Drupal, avec le module Purge et Varnish Purger, par exemple. C'est assez simple à mettre en place. C'est un peu de configuration côté Varnish, mais ça se fait. Et puis, il y a un autre point pour améliorer les choses, c'est d'améliorer le stockage du cache applicatif. Par défaut, Drupal, il va le stocker dans sa base de données. Mais on sait très bien que la base de données, ça peut être une choke point, un endroit où on perd en performance. Donc la solution pour éviter ça, c'est d'utiliser un système externe comme Memcached ou Redis. Voilà, Shadymeo, on privilégie Redis parce qu'il offre des possibilités de persistance qui sont plus poussées ou qui sont tout simplement existantes. Par exemple, si Redis s'éteint pour une raison ou une autre, une fois qu'il est réallumé, le cache est toujours dedans, enfin les éléments qui ont été stockés sont toujours présents et ça peut permettre sur un site avec énormément de contenu de ne pas avoir à reconstruire toutes les pages pour tous les utilisateurs qui ont visité le site. De plus, le module contribuer Redis, il rend sa mise en place très très simple. Alors pour conclure, avec Drupal, il faut faire attention à deux éléments principalement pour moi. Le HTML généré par défaut, il peut être très verbeux. Donc on peut avoir un thème totalement sur mesure ou surcharger les templates principaux. Et puis on peut aussi, pour ça, éviter les modules comme Views qui génèrent beaucoup de HTML. Plus globalement, ce à quoi il faut faire attention également, c'est l'utilisation de trop de modules contribués. Dans un projet web moderne, on ne peut pas ne pas avoir d'abstraction. L'abstraction, le fait de ne pas maîtriser une partie du code, c'est impossible enfin voilà, le fait d'utiliser un CMS ou un framework dans une moindre mesure, par définition, on met une couche d'abstraction. Mais on peut faire en sorte de la limiter, cette abstraction, et donc de s'appuyer sur des modules qu'on a identifiés, qu'on a analysés, qui sont de qualité, en quantité limitée. Ça va nous permettre de vraiment maîtriser notre code et de ne pas avoir des opérations serveurs inutiles, d'éviter aussi du HTML généré, très verbeux, des choses comme ça. Donc, on utilise des modules identifiés de qualité, et pour le reste, on a tous les outils qui sont donnés par Drupal pour développer sur mesure, dans le respect des bonnes pratiques, des fonctionnalités efficaces et qui vont être aussi bien, voire mieux, certainement, que certains modules qui ne sont pas toujours d'une grande qualité ou, à défaut d'être de mauvaise qualité, qui peuvent aussi juste adresser beaucoup trop de sujets par rapport aux besoins réels de notre projet.
qu'on peut remplacer parfois par quelques lignes bien placées dans un hook ou ce genre de choses. En revanche, une fois passés ces 2 avertissements, Drupal, il a 3 gros points forts, pour avoir une approche la plus sobre possible. C'est la gestion des assets, comme on en a parlé avant, avec, la possibilité de combiner à la fois, d'avoir du CSS et du JavaScript inutile sur des pages et aussi d'agréger ces fichiers dans le moins de fichiers possible. Voilà, ça nécessite que les équipes front et back fassent attention à ça, créer des librairies bien identifiées pour chaque composant. Mais voilà, mais le jeu, il en vaut vraiment la chandelle. C'est un point majeur en front. La gestion des images aussi, avec des outils vraiment poussés. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas refaire le topo, mais c'est vraiment majeur. Et puis la gestion du cache, où Drupal, il a quand même des fonctionnalités très avancées sur le sujet en termes de gestion de cache et surtout son invalidation, qui est toujours un défi. De bien gérer quand un cache doit arrêter d'être valide et doit être régénéré, d'éviter que nos utilisateurs aient des informations obsolètes. Voilà, donc on a une API qui est très mature pour gérer du cache par le tag, par des durées, par des contextes, et en plus qu'on peut interfacer avec des outils externes. Voilà, donc j'ai terminé. Petit de nouveau point auto-promo, donc Adimeo, pour favoriser la sobriété de vos projets web, on peut vous accompagner en termes d'audit de qualité web, euh, dont les critères de l'association Green IT. On peut vous accompagner en termes de conseils, de stratégie et de conception dans le respect du règlement général de l'éco-conception des services numériques. Et puis, bien sûr, pour tout ce qui est production technique et maintenance, dans ce respect également. Voilà, si vous voulez retrouver cette présentation, le support, Emmanuel va vous mettre le lien dans le chat et il l'a déjà mis. Et également, vous pouvez, en cliquant sur le bouton bleu, vous pouvez accéder à notre page d'actualité qui vous donnera le programme de nos futurs webinars, notamment le 6 juillet, avec un webinar sur encore l'éco-conception, mais d'un point de vue, ce coup-ci, UX, UI, au niveau de la direction artistique. Comment faire un site sobre sans sacrifier votre direction artistique. Voilà. Merci à tous pour votre attention. Je vais regarder maintenant les questions qui ont pu être posées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je vois, qu'est-ce qu'une bonne note d'éco-index? Alors ça, c'est une bonne question. Au niveau d'éco-index, c'est assez difficile d'avoir une note B ou A. Donc déjà, A ou B sont des très très bonnes notes. C, c'est quand même pas mal. Voilà, je pense qu'il faut essayer de viser au moins C. Voilà, il est assez rude dans sa notation. Et c'est bien, hein, mais c'est vrai que c'est un peu difficile la première fois qu'on teste un site et qu'on ne s'attend pas au résultat. Quand on a F, ou parfois j'ai vu G aussi, ça fait un peu mal. Voilà, mais ouais, à partir de C, on peut considérer que c'est déjà une note vraiment pas mal. Ensuite, Emmanuel qui pose la question de chatbots qui ne sont pas des bonnes pratiques du Green IT. Donc, c'est pas qu'en soi c'est une mauvaise pratique, mais c'est que ça génère énormément comment dire, de requêtes. C'est une fonctionnalité qui peut être totalement inutile. En fait, ça dépend. Si votre site a vraiment besoin de cette fonctionnalité-là, évidemment, il faut la mettre. Mais si c'est un petit bonus pour se dire ça peut servir à quelques personnes, il vaut mieux éviter, clairement. Alors, je ne vois plus d'autres questions. N'hésitez pas si vous avez des questions.
Alors si j'ai plus de questions, je vais vous dire, au revoir. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et puis j'espère à bientôt, pour un nouveau webinar. Au revoir, merci à tous.